Écoutez, bonjour à tous. Tout d'abord, je suis extrêmement honoré d'être associé à ce premier télécongrès médical. C'est une première, et puis surtout, c'est une première parce qu'on est fiers, parce que c'est une première tunisienne. Et je suis d'autant plus fier que c'est une première faite par mon ami, le docteur Salim Ouelteni, avec qui j'ai partagé des bancs de la fac en 1987 à Monastir. Et il était très intéressé par la médecine, ça c'est clair. Mais je me rappelle qu'il était aussi intéressé par le théâtre, il était aussi intéressé par la filmographie. Et je crois qu'il a réalisé son film, un film de 19 heures qui s'appelle Covid. Et j'aimerais rajouter un feuilleton policier où il y a une énigme justement, la disparition mystérieuse des infarctus du myocarde sur la planète Corona. Alors j'ai aucun conflit d'intérêt puisqu'il s'agit d'une disparition de patients et non plus trop de patients, donc ça c'est clair. Trois dates d'abord pour le Covid-19. Décembre 2019, tout le monde sait bien sûr, cette maladie apparaît soit dans un marché chinois, soit dans un laboratoire, on verra. Mais ce qui m'intéresse, c'est que l'OMS a déclaré après un mois, quand même, le 30 janvier, qu'il s'agissait d'une urgence de santé publique de portée internationale. Et rappelez-vous, à l'époque, elle n'avait pas de restriction générale des voyages, il n'y avait pas de restriction des échanges commerciaux avec la Chine. Et à mon avis, c'est ce qui a été fatal. Il a fallu attendre le 11 mars, 3 mois quasiment après, pour que l'épidémie du Covid-19 soit considérée comme une pandémie mondiale. Alors bien évidemment, c'est pour ça qu'on est à ce stade aujourd'hui. Vous voyez, ça a commencé en Chine et puis maintenant l'épicentre, il est aux États-Unis avec plus de 2 322 000 patients touchés, 6% de mortalité, 24% uniquement de guérison, ce qui prouve que l'épidémie reste encore très active et ça nous montre toute la difficulté des choses. Alors nous attendions honnêtement à avoir un pic d'infarctus du myocarde. Alors pourquoi un pic d'infarctus du myocarde? Tout d'abord parce que ça touche des sujets d'âge médian 56 ans, c'est l'âge de nos coronariens. 46% ont des comorbidités, et ça aussi c'est ce qu'on voit chez les coronariens, en particulier de l'hypertension artérielle, des antécédents cardiovasculaires et du diabète. Et donc, bien évidemment, on reconnaît les facteurs de risque habituels dans la maladie coronaire. Et puis, on sait, les infections virales ont sur le plan physiopathologique, vont avoir des conséquences directes sur nos vaisseaux, indirectes par l'intermédiaire de l'inflammation, par l'intermédiaire de l'hypercoagulabilité, par la stimulation du système sympathique. Tout ceci va entraîner ce que tout le monde vient de préciser, c'est ce qu'on appelle la vascularite like, favorisant la rupture de plaques, favorisant la thrombose et donc beaucoup plus d'infarctus du myocarde. Et puis, on le sait, et on le sait avec les épidémies de grippe. Rappelez-vous un papier extraordinaire en 2018 dans New York Journal of Medicine qui comparait deux périodes, une période de 52 semaines avant la grippe et puis les 7 jours qui précèdent une épidémie de grippe et on a regardé l'incidence de l'infarctus du myocarde. C'était des patients, on sait, ceux qui font la grippe, c'est des patients généralement un peu plus âgés, 74% avaient plus de 65 ans, ils avaient des facteurs de risque et lorsqu'on regarde, on sait donc on sait aujourd'hui qu'une grippe donne 6 fois plus d'infarctus du myocarde, 6,3 fois plus dans les 3 premiers jours qui précèdent une épidémie de grippe et dans la première semaine, vous voyez 5,78 fois et c'est très bien évidemment très significatif. Et puis d'ailleurs, tout le monde s'est préparé avec des recommandations des sociétés savantes. Ici, les Chinois ont été les premiers à faire des recommandations dans la prise en charge de l'infarctus du myocarde en cas d'épidémie virale, parce qu'on s'attend à ce pic épidémique, en nous recommandant justement de commencer plutôt par la thrombolyse que le cath lab, et ça c'est une autre discussion. Et puis il y a même des cardiologues interventionnels qui ont dit tiens, notre outil de robotique qui permet de faire des angioplasties à distance, ça peut être très intéressant dans le cas du Covid, de dilater à distance pour une meilleure protection bien évidemment. Alors, lorsqu'on regarde la réalité, et là, regardez, je viens de vous donner un papier très récent, c'est new-yorkais, c'est 6 services new-yorkais au tout début de l'épidémie, 18 cas de sus-décalage du segment ST. À New York, on est 18 cas uniquement, 8 cas c'était des infarctus du myocarde, et 10 cas c'était pas des infarctus du myocarde, c'était probablement des myocardites qui ressemblent en tout point à un infarctus du myocarde et qui se sont présentés sous des formes sévères, 62% étaient intubés, 25% en état de choc, et il y a même 10% d'arrêt cardiaque. Et lorsqu'on regarde, il y a bien évidemment des aspects qu'on connaît de sus-décalage, diffus pour les myocardites dans 40% des cas, localisés pour les
les infarctus du myocarde, et puis c'est des patients qui sont très peu fibrinolisés, qui sont très peu dilatés, et regardez la mortalité, 50% de mortalité pour ces quelques infarctus qui sont arrivés à New York, dans l'épidémie virale, et 90% pour les myocardites. Ça vous montre la gravité de ces tableaux dus principalement à un retard diagnostique et un retard de prise en charge. J'attire aussi votre attention sur les dédimères dans l'infarctus du myocarde. On voit rarement des dédimères à 2000 comme on voit dans les infarctus du myocarde, un peu moins dans les myocardites, ce qui prouve que le mécanisme thrombotique est un mécanisme qui est très important. Alors, ce qui a étonné tout le monde, c'est lorsqu'on prend par exemple un pays qui a été touché violemment par l'épidémie, l'Italie, vous voyez que l'âge moyen des gens qui ont fait un infarctus qui ont fait un Covid-19, c'est aux alentours de 60 ans, ceux qui décèdent, c'est 80 ans, et l'Italie est connue pour avoir aussi des structures de cardiologie interventionnelle, de prise en charge des infarctus du myocarde. Mais lorsqu'on regarde, la Société italienne de cardiologie a signalé qu'il y avait 50% de réduction des hospitalisations pour syndrome cornéen aigu durant la période de pandémie. Et lorsqu'on regarde sur les non-stémies et les infarctus, c'est aux alentours de 30% pour l'infarctus du myocarde. Lorsqu'on regarde la série de Hong Kong, qui a aussi été touchée par l'épidémie assez violemment, regardez entre 2018 et 2019, vous avez quasiment 108 patients qui sont hospitalisés durant la même période pour un infarctus du myocarde. Et lorsqu'on regarde la même période, mais cette fois-ci en 2020, en pleine épidémie, il n'y a plus que 7 patients qui sont pris en charge très tardivement et qui arrivent quasiment 4 fois plus tardivement que ceux qu'on est habitué à voir. Lorsqu'on regarde aux États-Unis, même chose. Vous savez que les États-Unis ont été touchés plus tardivement au mois de mars. Regardez en 2019, il y a un taux constant d'infarctus du myocarde globalement dans ces centres américains. Et là, vous voyez progressivement, ça baisse. Et là, vous avez une baisse de 30% de l'activité au mois de mars. Et bien évidemment, si on continue au mois d'avril, ça va continuer à baisser. Tout le monde m'entend, ça va? Oui, monsieur. Très bien. Très bien. Parce que j'ai eu un son qui est arrivé. Lorsqu'on regarde aussi en Espagne, on a une baisse de 56% des procédures diagnostiques, on a une baisse de 40% des procédures d'angioplastie coronaire, donc on a une baisse qui est claire. Alors, quelle est la situation tunisienne ? Je remercie les urgences de Benarros et en particulier mon ami le professeur Sami Suissi pour m'avoir donné ces datas. Ce sont les datas d'un service d'urgence qui est très actif dans la prise en charge des infarctus du myocarde. Et regardez, janvier-février, 32 patients au mois de janvier 2019, 51 en 2020 dans la période janvier-février. Donc là, il y a une augmentation même des infarctus du myocarde dans leur prise en charge. Mais vous savez que les premiers cas détectés, c'est le 2 mars. Donc là, janvier-février, il n'y avait pas encore l'implication, il n'y avait pas encore le cas zéro. Et là, regardez maintenant, lorsqu'on regarde entre le 1er mars, 10 avril 2019 versus 2020, vous avez une baisse quasiment de 55% des infarctus du myocarde, toujours le même âge, mais plus d'hommes qui arrivent. Mais surtout, ce qui attire l'attention, c'est que c'était en moyenne 4 heures pour arriver, la médiane était de 4 heures pour arriver en 2019 aux urgences, et vous voyez, c'est 12 heures en médiane pour arriver à la prise en charge de l'infarctus du myocarde. 60% des gens sont arrivés dans un délai de plus de 12 heures. Donc, les patients ont énormément réfléchi avant d'arriver et malheureusement, plus de la moitié n'étaient pas reperfusés contre seulement 16% qui n'étaient pas reperfusés avec surtout de l'angioplastie primaire. Donc, on retrouve exactement la même chose. Beaucoup moins d'infarctus dès que le Covid-19 a commencé à toucher notre pays et surtout des retards de prise en charge et surtout beaucoup moins de reperfusion. Alors maintenant, pourquoi cette baisse? Essayons d'élucider ce mystère. Tout d'abord, je pense qu'on est tous d'accord, c'est la peur d'aller à l'hôpital pour ne pas être infecté. 40% des patients qui ont été infectés, on l'a dit au départ, ont été infectés dans les hôpitaux, le message est passé. On a relayé le fait que tous les médecins ont relayé le message de rester chez vous, et ce mot a été manifestement entendu par nos patients. Est-ce aussi la saturation du SAMU? Parce que le compteur du SAMU a explosé, ils ont multiplié leur capacité de recevoir des appels, mais ils sont toujours saturés. C'est aussi une hypothèse, bien évidemment, le 190 est rarement joignable, mais je rappelle quand même que lorsqu'on regarde le registre de la Société tunisienne de cardiologie, le registre FASTAMA, il y avait seulement 8,5% des patients qui venaient
par SAMU pour un infarctus du myocarde. Donc le SAMU en lui seul ne peut pas expliquer ce problème. Est-ce la réduction du tabagisme? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a fait un lien au départ, rappelez-vous, maintenant il y a une controverse, mais au départ on avait dit ceux qui fument plus, c'est les gens qui vont être plus contaminés par le Covid-19. Puis il y a eu la fermeture des cafés, le narguilé bien évidemment a été arrêté dans le pays, le tabagisme professionnel dans les soirées, donc tout ça fait que on fume beaucoup moins, on est en famille, on fume moins devant ses enfants, et puis probablement la peur d'être infecté plus facilement fait que les gens ont réduit du moins la cigarette, et vous savez que le tabagisme est un facteur de risque important d'abord dans l'infarctus du myocarde, mais qui est instantané, ce qui veut dire ce n'est pas un phénomène cumulatif. Et puis il y a la réduction du stress. Alors vous allez me dire oui, mais on est beaucoup plus stressé, certes, mais il y a le stress aigu qui est source d'infarctus du myocarde. Alors, il y a les tremblements de terre, les exemples japonais, des exemples de tremblements de terre qui donnent des pics, des répliques d'infarctus du myocarde, mais aussi les matchs de foot à grands enjeux qui sont source d'infarctus du myocarde. Le foot s'est arrêté, peut-être un peu moins de syndrome qu'on a vu, mais on sait bien sûr que c'est le stress chronique, c'est aussi une source d'infarctus du myocarde. Est-ce que tous les stress sont impliqués? D'abord, le stress est un facteur de risque important. Il a été documenté dans l'étude InterHeart comme l'un des 9 facteurs de risque impliqués dans l'infarctus du myocarde. Mais lorsqu'on regarde le stress et on rentre dans le détail, on voit que c'est surtout le stress au travail qui est relié à l'infarctus du myocarde, et le fait qu'on ne travaille plus, le fait qu'on est confiné pour la plupart des gens, peut-être ça peut avoir un impact sur ça. Est-ce que aussi ceux qui auraient dû faire un infarctus du myocarde sont peut-être morts du Covid-19 avant de faire leur infarctus du myocarde? C'est possible lorsqu'on connaît les facteurs prédictifs de mortalité, cette fois-ci chez les patients atteints du Covid, c'est l'âge de plus de 65 ans, c'est l'hypertension, c'est le diabète, donc c'est des gens qui sont morts du Covid et qui auraient peut-être fait un infarctus s'ils n'étaient pas morts de cette pathologie. Mais chez nous en Tunisie, vu que le nombre de morts, entre parenthèses bien évidemment déclarés, et surtout pas déclarés mais dépistés Covid positif, a baissé, quoi n'est pas très important, on peut se poser la question. Et puis, un élément très important, à mon avis, c'est la réduction de la pollution atmosphérique. Aujourd'hui, on le sait, la pollution a un impact sur l'infarctus du myocarde. Elle augmente l'inflammation, et on parle beaucoup d'inflammation, ça accélère la fréquence cardiaque, ça augmente la pression artérielle, ça a des conséquences sur notre endothélium. Tous les signes aujourd'hui sont clairs, tous les indicateurs de la pollution sont en faveur d'une augmentation. Lorsqu'on regarde toutes les études, on voit qu'il y a une augmentation de l'infarctus du myocarde et bien évidemment, on peut se dire, est-ce que ça peut avoir un impact rapide? Effectivement, on l'a montré dans l'augmentation de la pollution, notamment sur les particules, les microparticules de moins de 25 microgrammes, eh ben, on a, vous voyez, 2 heures après ces pics de pollution, on a des pics d'infarctus du myocarde. Donc, c'est un effet direct, rapide, qui peut être relié à tout ça. Et on le sait, regardez, 2 heures en moyenne après, surtout si vous avez des densités très importantes. Et on peut comprendre maintenant pourquoi ce sont les grandes mégapoles ou les grandes capitales où il y a beaucoup de gens, une grosse densité, mais il y a aussi une pollution très importante qui ont été touchées plus violemment par le Covid, parce que vous savez que ces particules retiennent plus aussi les virus, mais en même temps peuvent avoir des conséquences, et là, beaucoup plus d'infarctus dans les zones polluées. Et puis, on a aussi l'oxyde nitrique, et l'oxyde nitrique a été classiquement associé, quasiment quand vous avez des pics d'oxyde nitrique, et ça c'est relié notamment aux véhicules, au diesel, on a jusqu'à 120 fois plus d'infarctus du myocarde dans des pics d'oxyde nitrique, à peu près 30 pics comme ça dans l'année, où vous allez avoir des pics d'infarctus du myocarde. On croit que c'est lié à autre chose, mais c'est lié à des pics de pollution. Et dans cette étude-là, les particules de plus de 10 microgrammes n'ont pas été reliées à l'infarctus du myocarde. Globalement, regardez l'étude Pure, septembre 2019, qui rassemble les facteurs prédictifs de mortalité cardiovasculaire. Le 3e facteur le plus important, c'est la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique. Et là, on a montré récemment, et tous les pays ont montré une baisse, et c'est logique, une baisse de plus de 40% de la pollution. Et là, vous avez les chiffres espagnols à Barcelone qui montrent la baisse de l'oxyde nitrique, la baisse des microparticules. Et puis, la vérité vient peut-être de nos patients. Hier, j'ai été étonné, un de mes patients que je salue, qui m'a envoyé la discussion qu'il y a eu entre 3 patients. Un patient âgé de 67 ans, 65 ans et 62 ans. Et regardez leurs conclusions. D'éviter la contagion, pas de service, donc ils avaient peur d'aller aux urgences, pas de service disponible aussi, les services de cardio malheureusement ne sont pas disponibles pour ces patients, surtout de ne pas mourir et d'être enterrés comme les malades de Corona, et vous le rappelez, tout ce qu'il y a eu comme polémique, et c'est une vérité, et donc ça aussi,
La peur, je crois que c'est un élément très important. Ma conclusion sera la suivante. On est en train de parler de pic de Covid-19 et on attend toujours ce pic et tous les pays sont en train de se demander à quel moment on a atteint le pic. Mais il ne faut pas oublier qu'on aura un deuxième pic des patients justement qui sont urgents non Covid et qui va être différé. Vous voyez, il va y avoir un croisement, il va falloir gérer ce croisement-là et ça va être une autre paire de manches, il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Il va y avoir un troisième pic qui est lié aux maladies chroniques qui ont été malheureusement, où il y a eu un impact sur l'interruption de leur traitement et ça aussi, ça va avoir des conséquences sur la déambulation des personnes. Et puis, il y aura ce quatrième pic qui va être beaucoup plus long et c'est le pic psychologique. Et je crois que les psychologues vont avoir beaucoup de travail parce qu'il va y avoir des conséquences terribles, des conséquences économiques, des dépressions et des gens qui seront malheureusement livrés à eux-mêmes dans quelques mois. Voilà, je vous remercie.